Herr Bundespräsident Moritz Leuenberger, Frau Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Madame Merkel, Mr. Zhang, Monsieur Zhang Peilin, Peilin, Vice Premier of vice-premier China, de Chine, chers amis, je vous adresse mes souhaits les plus cordiaux de bienvenue à l'occasion de la 36e réunion annuelle du Forum économique mondial, qui se tient donc ici à Davos. we are a true global village, Nous représentons un véritable village global. comprehensive C'est effectivement un groupe qui représente les différentes parties du monde. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui 4 raisons qui nous réunissent ici. Tout d'abord, we know. Such a big nous savons tous que les grands problèmes qui se posent à notre monde ne sauraient trouver de réponse par le seul biais des gouvernements, des entreprises ou par la société civile isolément. Ce qu'il nous faut pour y répondre, ce sont des efforts collaboratifs, et ceci de la part de toutes les parties concernées. business leaders, Et nous voici donc réunis entre des femmes d'affaires, politiciens, représentants des médias, des milieux académiques. important that our Il est extrêmement important de ne pas of ethical and moral dissocier nos discussions de toute considération éthique et morale, et cela me permet d'accueillir nos chefs religieux et spirituels parmi nous. Il est important également de welcome also nous tourner vers l'avenir, et c'est dans ce sens que je tiens à accueillir particulièrement les jeunes global leaders. the second reason, La deuxième raison qui nous réunit ici, and I speak on behalf of et the business là je parle au nom de tous les dirigeants du monde business leaders, économique, 1000 chefs because we all believe de file, in global cooperation. nous sommes réunis ici parce que nous sommes convaincus du bien fondé de la citoyenneté globale. Nous estimons tous que le monde des affaires d'aujourd'hui a certaines obligations. L'obligation, entre autres, d'améliorer le contexte global, d'améliorer l'état de ce monde, Can only car flourish. ce n'est que dans de telles conditions, dans une telle condition, que le monde des affaires peut se développer. Et la troisième raison qui nous réunit, c'est d'influencer l'agenda mondial. Il y a un grand nombre de conférences qui traitent de certains aspects ponctuels, mais nous, réunis ici à Davos, nous pouvons nous pencher sur toutes les facettes de cet agenda. Et c'est donc une occasion unique qui se présente ici à Davos, et ceci en début de chaque année, par le biais de toutes ces interactions, par le biais de toutes ces discussions, d'arriver à dégager les priorités et d'arriver à énoncer les questions fondamentales, ainsi que toutes les relations, l'interconnexion entre toutes ces questions. Et en fin de compte, nous sommes ici également pour contribuer au dialogue et passer à l'action. Le dialogue est important, bien entendu, car la base de toute action, c'est une confiance, la confiance mutuelle. Donc nous sommes réunis ici pour nous écouter, même si nous représentons des groupes ethniques différents, même si nous défendons des valeurs différentes ou des avis différents. Mais nous sommes ici pour mieux nous comprendre. Et c'est ainsi que nous pouvons jeter les bases d'une action à venir. Le thème de cette réunion annuelle est celui de la créativité impérative. Et trop souvent, nous ne faisons qu'appliquer d'anciennes recettes et recettes qui ont fait leur preuve à des situations qui se sont totalement modifiées. Et dans un monde qui évolue aussi vite, nous avons besoin d'identifier les modifications qui sont intervenues. Nous devons adopter une nouvelle attitude mentale plus constructive, et ceci pour forger notre avenir.
Et nous allons réussir dans ces interactions au cours des 4 journées qui nous attendent si nous appliquons à cette réunion non seulement tout notre engagement mental, mais également celui de notre cœur, c'est-à-dire si nous apportons la passion dans la discussion des différentes questions et si nous arrivons à reconnaître que ce sont des problèmes et des questions qui concernent la collectivité tout entière. Et nous devons également engager notre âme pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Et j'aimerais maintenant passer à la conclusion et pour reprendre le thème de cette réunion annuelle, la créativité impérative, j'aimerais donc citer un auteur français que j'ai moi-même traduit en anglais, qui disait que chaque matin, je me penche de la fenêtre de ma maison et je regarde l'arbre qui se trouve dans mon jardin. Et je demande à l'arbre, mais quoi de neuf aujourd'hui? Et des milliers de feuilles me répondent d'une seule voix et elles me disent tout. Tout est neuf aujourd'hui. Donc, si à la fin de cette réunion, nous pouvons constater que quelque chose a changé dans notre vie ou que quelque chose va changer très rapidement dans nos entreprises, eh bien, à ce moment-là, nous avons atteint l'objectif. Et j'ai le très grand plaisir et l'honneur maintenant de pouvoir accueillir le président de la Confédération, M. Leuenberger, qui va nous accueillir au nom du pays qui nous accueille ici. Et j'aimerais saisir cette occasion pour remercier nos amis suisses au niveau de la Confédération, au niveau du canton des Grisons et au niveau de la région de Davos. Je tiens à les remercier tous de l'accueil, de leur hospitalité et des multiples efforts qui ont été entrepris pour nous permettre de nous réunir ici à Davos dans un cadre agréable. Je les remercie donc tous ceux qui ont contribué à permettre la réalisation de cette réunion. Et je vous laisse la parole maintenant, Monsieur Leuenberger. Madame la chancelière, Monsieur Schwab, Mesdames et Messieurs, pour ce qui est des personnalités importantes de ce monde, je m'associe à ce que vient de dire Monsieur Schwab. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Davos. Autrefois, Davos n'était qu'un petit village perdu dans la montagne, et il serait resté sans l'existence de certains utopistes. Mais il y eut ce jeune médecin, Alexander Spengler. Il s'était engagé lors de la révolution de mars en Allemagne, et c'est pourquoi il fut persécuté et a dû se réfugier en Suisse, où il a obtenu l'asile politique et où il a trouvé un emploi. À l'époque, seuls quelques médecins étaient prêts à travailler dans un village aussi reculé que Davos, mais Alexander Spengler a développé une thérapie pour les tuberculeux et a ainsi inspiré largement Thomas Mann lorsqu'il écrivit La montagne magique. Dans la foulée des tuberculeux, les idées politiques vinrent aussi à Davos. Elles en firent un lieu de cure qui aujourd'hui encore cherche de nouvelles thérapies pour soigner les maux globaux de la planète. La famille Spengler a également pris d'autres initiatives puisque son fils Karl Spengler avait foi dans la mission de paix du sport et a créé la Coupe Spengler, qui est l'autre événement majeur de Davos. Ce tournoi international de hockey sur glace
est une compétition extrêmement dure où des hommes vêtus de leur tenue martiale se déchaînent, se percutent parfois à pleine vitesse pour tenter de remporter le trophée de la victoire. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que le World Economic Forum existe parce que Alexander Spengler a eu des idées révolutionnaires et a été chassé de son pays? Ou faut-il voir un lien entre l'asile conféré aux jeunes médecins allemands par la jeune République alpine encore révolutionnaire et l'accueil que la Suisse accorde aujourd'hui au Forum de Davos? Ou encore, existe-t-il un lien entre la coupe Spengler de ce pacifiste sportif et le WEF, ces deux grandes manifestations de cette terre? Nous savons que la relation de cause à effet n'est pas si simple. En effet, chaque puck n'est pas encore le but de la victoire tant souhaitée. Le jeune Alexander Spengler, en tant que combattant de la liberté, n'avait pas l'intention de se cacher dans un village de montagne. Il ne pouvait pas non plus soupçonner que 150 plus tard, les libertés qui lui étaient si chères seraient reprises lors de discussions globales. L'histoire du WEF n'est pas très différente. Après avoir été à l'origine un simple forum de discussion sans cravate, réunissant des dirigeants économiques, il est devenu une plateforme d'échange et le symbole d'un égoïsme économique glacial pour devenir finalement une plateforme d'échange des milieux politiques, économiques et culturels du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Mais l'impact du WEF a largement dépassé Davos. Il a fait naître des mouvements de protestation qui se sont concrétisés par des manifestations alternatives très créatives partout dans le monde. Dans sa jeunesse, Alexander Spengler serait à coup sûr monté aux barricades pour protester contre le Forum de Davos. Mais plus tard, il se serait peut-être rendu à l'Open Forum avec la chancelière allemande pour échanger des idées et pour voir comment certaines idées extrémistes sont devenues des valeurs bourgeoises. Même si nous ne pouvons pas tout prévoir, nous avons quand même quelques certitudes. Nous avons besoin d'idées créatives et parfois même révolutionnaires qui peuvent trouver l'adhésion de la majorité. Nous avons besoin d'un État qui protège ces espaces créatifs des menaces intérieures et extérieures. Dans le domaine économique, nous avons besoin d'un arbitre, comme dans le hockey sur glace, afin que la concurrence fonctionne dans l'intérêt de l'économie elle-même. Ce n'est que dans ces conditions que l'homme peut faire preuve de la créativité qui lui permet de trouver de nouvelles réponses aux défis existentiels. Voici quelques exemples. Les montagnes que nous admirons inspiraient autrefois la crainte. Les avalanches étaient une menace constante pour la population locale. À notre époque, grâce à l'inventivité de l'homme et à l'engagement politique de la collectivité, on arrive en grande partie à calculer et à maîtriser ce risque. Un tsunami, un tremblement de terre ou une inondation ne sont pas une punition divine ni une fatalité que nous devons nous résigner à accepter. L'humanité est capable d'apprendre et d'assumer des responsabilités. Elle a mis au point des systèmes de préalerte qui lui permettent de prévenir à temps de nombreuses catastrophes naturelles. En cas de dysfonctionnement de ces systèmes, les séquelles ne seraient pas les mêmes que celles que nous avions à l'époque à Lisbonne ou à Bâle. Au début du XXe siècle, des extrémistes anarchistes étaient prêts à sacrifier leur propre vie en perpétrant des attentats. Leurs idées ont été éradiquées au fil d'un long processus politique marqué par la création de l'équilibre social et de l'égalité des chances. Ce processus politique a nécessité et nécessite encore des collectivités organisées disposant d'institutions bien rodées et faisant preuve d'une volonté politique affirmée. Ce qui est nécessaire aujourd'hui. Les problèmes de ce monde appellent des solutions créatives. Certains croient
qu'en pleine compétition d'idées, la fameuse main invisible de l'économie de marché fera jaillir la solution optimale d'un coup de baguette magique. En réalité, pour que la créativité puisse se développer et fructifier, il faut des conditions cadres, un cadre propice que le jeu de la concurrence à lui seul ne peut créer. Une personne qui a faim ne peut être créative, car elle utilise toute son énergie pour survivre. C'est pourquoi le réseau social est indispensable. Une personne opprimée ne peut pas non plus être créative, et c'est la raison pour laquelle l'État doit garantir et préserver la liberté d'opinion et l'État de droit. Les hommes ne sauraient être créatifs car s'il n'accède pas au savoir, il lui manque les bases nécessaires. C'est pour cela que nous avons besoin d'un État qui organise la formation de tous les individus. L'État doit fixer les garde-fous du marché. Si tout était réagi par l'offre et la demande, personne ne veillerait à ce que les générations futures puissent, elles aussi, donner libre cours à leur créativité à trouver de nouvelles solutions. Nous savons tous qu'une forte consommation d'énergie fossile modifie le climat, ce qui peut, parmi d'autres causes, provoquer des catastrophes naturelles. Il y a de nombreuses initiatives créatives, mais elles ne sauraient s'affirmer sur le marché étant donné qu'elles sont encore trop onéreuses. L'État doit créer un cadre propice à leur développement, sinon nous risquons une pénurie énergétique. Toute l'économie mondiale en pâtirait de façon massive. Et l'accès à des sources d'énergie propres à un prix abordable serait compliqué avec toutes les conséquences climatiques pour notre planète. Un match de hockey n'est pas un champ de bataille, mais un jeu régi par des règles complexes qui nécessitent la présence d'un arbitre. De la même manière, la concurrence a besoin de régulateurs afin qu'elle fonctionne et qu'elle ne dégénère pas en une lutte impitoyable avec sa cohorte de laissés pour compte. Cet arbitre, c'est l'État avec ses lois à divers niveaux, mais c'est aussi la communauté internationale avec ses accords contraignants sur la protection du climat ou l'interdiction de la torture, ainsi que de nouvelles institutions telles que la Cour pénale internationale. Il est en effet très dangereux de vouloir discréditer l'arbitre, même pour un hockeyeur athlétique ou pour une grande puissance. Car que se passe-t-il lorsque l'arbitre n'est plus perçu, lorsqu'il n'y a plus de compensation? Nous le voyons dans des régions de crise avec beaucoup de ressources minières. Nous y voyons des gens qui vivent dans la pauvreté la plus atroce, qui demandent leur part à la richesse. Certains attaquent des pipelines, prennent en otage des collaborateurs des entreprises pétrolières. Celui qui, dans l'État, ne voit qu'un blocage à l'économie, oublie que sans garantie, sans protection sociale, il n'est pas possible d'assurer le bien-être et d'assurer les marchés qui fonctionnent. Les États dépendent des idées créatrices. C'est pourquoi ils garantissent les libertés nécessaires de façon à ce que la créativité puisse se déployer. Mais ceci implique la responsabilité de tout un chacun qui doit utiliser ses libertés pour pouvoir l'utiliser pour le public et utiliser son savoir de façon à ce que ces connaissances soient suivies d'actes. En effet, sans créativité, il ne saurait y avoir de crédit pour l'avenir, mais ce crédit n'est mis en réalité que grâce à la force de l'acte, grâce aux activités d'Alexander Spengler. Ce petit village montagne de Davos était devenu un centre de créativité mondiale. Nous tous qui sommes ici pendant ces journées-là voulons non seulement nous occuper d'un échange d'idées, ce n'est que où que nous soyons, dans l'économie, dans la politique ou la culture, ce n'est lorsque nous traduisons toutes ces idées, eh bien, ces discussions que nous avons ici auront valu la peine. Je vous souhaite des débats extrêmement fructueux. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Confédération.
C'est maintenant un très grand honneur et un grand plaisir que de saluer ici Madame la chancelière, Madame Merkel. Vous êtes, Madame, pas pour la première fois à Davos. Et c'est avec une certaine satisfaction que je me permets de dire qu'en 1993, lorsque vous étiez jeune ministre dans le cabinet du chancelier Kohl, juste après la réunification de l'Allemagne, nous vous avions nommé jeune leader de demain. Aujourd'hui, vous êtes un global leader d'aujourd'hui. À l'époque, vous étiez ici pendant les années écoulées. Je vous ai